Qu'est-ce que tu nous as apporté, mon chéri? Un chip parmentier. Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? La soupe aux choux, mon Blaise. Ça parfume jusqu'au trognon. J'ai bouffé 12 muffins et j'en voulais même pas un seul. Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand retour d'un chroniqueur qui n'était pas là depuis quelques temps. Donc on est avec Timothée, alias Tim Sharks. Ça va Timothée? Ça va, j'ai un peu les morts parce que mon micro enregistrait pas, du coup on a parlé 30 minutes dans le vent, mais soit, c'est la vie. Comme on dit. Tout va bien, on est chaud Mireille, c'est pas grave. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Voilà, tu as fait entre autres la bannière de Cinéphage, mais tu fais plein d'autres choses à côté. Et lesquelles sont-elles? Je suis auteur de BD, je fais des planches de bande dessinée pour un magazine qui s'appelle Fil Glacial, et je fais des commandes un peu, j'écris, je dessine, tout plein de choses quoi. Donc ouais, t'as plein de petits projets en cours et on peut te retrouver sur Insta pour tes petits strips qui sont sur le cinéma majoritairement aussi. T'en fais pas mal, tu fais sur la vie de tous les jeux. J'en fais pas assez parce que je vais pas voir beaucoup de films ces temps-ci, mais c'est ça. D'ailleurs, l'idée, c'est de se faire engager par Mad Movies un jour, mais... Meilleur magazine de l'univers, mais ils sont un peu réticents au niveau des CV, c'est dommage. Enfin, bon. Au cas où il y en a un qui passe par là, tu vois. Voilà, si jamais. Et forcément, du coup, je suis là, Camille, votre fidèle serviteur. Comme d'habitude, ça bouge pas, ça reste ici. Alors où on enregistre cet épisode et où cet épisode va sortir, il y a un film qui est sorti au cinéma, qui fait beaucoup de bruit, c'est Furiosa, avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, et qui est réalisé par George Miller. Mais comme on n'est pas chez Villebrequin et qu'on parle de nourriture et pas de mécanique, chez Cinéphage, on va plutôt s'intéresser à un autre film de la carrière d'Anya Taylor-Joy, qui est The Menu, qui est un film américain sorti le 23 novembre 2022 au cinéma. Bienvenue à Autor. Nous formons une famille. Oui, chef! On récolte, on fermente, on fusionne. Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin. Ce menu, Les images, elles sont toutes en lien avec nous. la liste des invités, Comment ils les ont eus? on s'en va maintenant, ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai. Taylor, je peux savoir ce que ça veut dire. The Menu, donc c'est un film qui a été scénarisé par Seth Race et Will Tracy. C'est leur premier long métrage scénarisé. Avant, ils ont fait de la série, voilà, des épisodes par-ci par-là. Merci IMDb. Et à la réalisation, on devait retrouver Alexander Payne, qui est connu pour avoir fait, entre autres, le film Sideways, Nebraska. So you told the sheriff that you were walking to Nebraska. That's right. You got my $1 million. What $1 million? Dad, Leave me alone. I can't let you go. It's none of your business. Yes, it is. I'm your son. Donc c'est voilà un réalisateur de la scène indépendante des États-Unis qui a sa petite filmo engagée, et c'est pas lui en fait finalement qui a fait le film, c'est un autre réalisateur qui s'appelle Mike Mylod, qui lui est surtout connu pour avoir fait le film Ali G avec Sacha Baron Cohen. Pour celles et ceux qui connaissent pas Ali G, c'est ça. Oh ouais, putain. Oh, merci madame. Oh ouais, vas-y, c'est bon. Oh, Tupac, non. Oh, puis après tout. Oh, ouais, oh bébé. Ouais, vas-y, cherche les babales. Et donc Mike Mylod, pendant 12 ans, il a rien fait, et bam, il revient en te faisant une comédie thriller horrifique. Le gars, il a changé de carrière, littéralement. Et au casting, comme j'ai dit plus précédemment, on peut retrouver Anya Taylor-Joy, Nicolas Hoult ou encore Ralph Fiennes dans le rôle du chef. Ceci étant dit, on va pouvoir passer aux métaphores culinaires. ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Alors, pour moi, c'est un burger végétarien, cette histoire-là. Parce qu'en fait,
il représente, du coup, Kevin va pas être d'accord, mais il représente un type de film qui est assez cher à mes yeux, c'est la comédie horrifique. La comédie horrifique, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours des casse-burnes qui vont venir vous dire que non, c'est pas de l'horreur parce que si, parce que ça. Alors qu'en fait, je pense que s'il y a un peu le champ lexical de l'horreur, c'est-à-dire mystère, suspense, violence, on peut considérer que c'est de l'horreur, même si ça fait pas peur. Et je range un peu tous ces films-là, la comédie horrifique, dans une certaine case parce qu'ils ont une atmosphère bien à eux. Je vais citer Scream, Bodies, La cabane dans les bois, The Menu, donc, ou encore des films comme Wedding Nightmare, The Hunt. Tous ces films-là... Brain Dead, peut-être? Je sais pas, genre Pardon faisant... Brain Dead, s'il te plaît, cite-le. Moi, Brain Dead, tu vois, je le mets pas dans cette vibe-là parce que lui, il est vraiment dérangeant. Brain Dead, c'est la comédie horrifique, ça part en tous les sens, c'est super drôle. Mais c'est vraiment terrifiant, Brain Dead, je trouve. Bah alors voilà, justement, c'est là où je voulais en venir, j'ai pas voulu t'interrompre, mais pour là où tu disais, en fait, une comédie horrifique, ça fait pas peur. Alors oui et non. Ça fait pas peur pour le public qui est habitué à l'horreur. Pour un enfant de 8 ans ou pour un public qui n'aime pas les films d'horreur de base, tu lui montres Brain Dead ou La cabane dans les bois, il y a des séquences qui sont purement terrifiantes. Non mais attends. L'horreur de Brain Dead et l'horreur de La cabane dans les bois, enfin, je suis désolé, moi Brain Dead, je trouve ça vraiment pas drôle, tu vois. Mais bon, du coup, c'est subjectif. Mais là, on va se battre. Mais Brain Dead, moi, je trouve ça vraiment juste horrible, tu vois. Pour moi, c'est vraiment du body horror pur. Non, Brain Dead, c'est super drôle. Il y a des blagues qui sont de potache, il y a des blagues qui sont d'horreur, c'est de l'outrance. Il y a la blague où t'as un bouton de pu qui tombe dans de la crème anglaise, c'est juste dégueulasse pour être dégueulasse. Enfin, c'est drôle. Enfin, c'est vraiment c'est sale gosse, en fait. C'est pas marrant, c'est immonde. Si, c'est de la. Bah voilà, on a un joli débat là pour commencer. La comédie horrifique, en fait, c'est de l'horreur qui est drôle, mais ça reste de l'horreur. Ça fait peur à certaines personnes. Toi, ça t'a fait peur, Brain Dead, mais La cabane dans les bois, ça fait peur aussi. Non mais, c'est ça, on a un débat qui est très subjectif là, mais c'est vrai que par exemple, tu me dis, le bouton qui tombe dans le pu, c'est une blague. Oui, c'est fait pour de la blague, c'est filmé, c'est gros sabots et tout, c'est un truc de sale gosse, c'est juste pour te faire la réaction de c'est pas bien et tout. Et les Américains et plein de gens, ils raffolent de ça, de cet humour-là. Dans La cabane dans les bois, il y a plein de blagues à des moments où ça joue sur l'outrance d'horreur, l'outrance de créatures qui bouffent des employés, Mais c'est pas ça les blagues dans La cabane dans les bois. C'est pas le moment où les monstres tuent tout le monde. Le fait que les monstres tuent tout le monde, c'est un moment qui est vraiment... Enfin, les personnages, t'es en tension pour eux, t'as envie qu'ils s'enfuient, et tu rigoles plus parce que c'est eux qui ont causé cette situation. C'est ça la blague. La blague, c'est pas lol, il y a une tête qui décolle et il y a du sang partout, tu vois. Alors, peut-être que je suis un monstre, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire quand tu lâches plein de monstres hyper dangereux dans un open space, tu vois. Pour moi, il y a de l'humour là-dedans. Parce que c'est deux univers qui sont pas censés se rencontrer. Et t'as raison, c'est subjectif, mais je pense que les comédies d'horreur, en fait, c'est comme l'humour, c'est tu vas rire à certaines choses, et il y en a d'autres tu vas y avoir des choses qui vont te terrifier. Et dans La cabane dans les bois, moi, quand je l'avais vu la première fois, ça m'avait fait peur parce que j'étais très sensible à un peu l'horreur. Je débutais dans mon univers, en fait, dans ma filmographie du film d'horreur. Alors que Brain Dead, je l'ai vu plus tard, quand j'étais bien dans la sauce, que j'avais vu bien les trucs de body horror, et je me suis tapé des barres. C'était trop drôle. Genre, le mec, il découpe des gens à la tronçonneuse, des zombies tellement qu'il en découpe à la tronçonneuse. Il glisse par terre, il se casse la gueule, tu vois, c'est slapstick. Tu as des problèmes, Camille. Tu as des problèmes. Oui, mais peut-être. C'est vrai que moi, j'entends peut-être plus, c'est quand même plus des comédies de base, en fait, les films que j'entends. Mais encore une fois, ça se débat, tu vois. Mais enfin, bref. Ouais. Tout ça pour dire que The Menu, pour moi, il répond, il va dans une vibe de film très spécifique comme tous ceux que j'ai cités, là. Donc, pas Brain Dead, parce que je le mets pas dans cette vibe-là, mais... Non, mais attends. C'est une comédie d'horreur, si tu veux. C'est juste, moi, quand je dis comédie horrifique, j'entends une catégorie très spéciale de films qui sont chers à mes yeux, qui ont tous un peu la même vibe et que j'adore. Donc, tous ces films-là, ils ont quelque chose, je ressens toujours la même chose devant et j'adore ça. Il y a une simplicité et il y a un humour noir qui marche et ils vont pas se priver quand même de se prendre au sérieux quand il faut. Et beaucoup de comédies, elles font pas ça. Et moi, ça me fait chier. Et ça, j'aime bien, du coup. Et il y a aussi une authenticité géniale dans The Menu où tu sens qu'ils ont vraiment le sens du détail sur le monde de la grande cuisine. Il y a des métaphores qui marchent très bien, il y a un mystère et un suspense qui est top aussi, et les dialogues des persos, ils sont jamais trop alambiqués, ils sont jamais trop présents, mais ils sont juste ce qu'il faut, et aussi l'humour. Je trouve qu'il y a un humour, surtout avec les titres des plats, toujours, qui est vraiment bien exécuté, quoi. Moi, je dirais même plus que de l'humour, il y a un certain cynisme sur... Ouais.
Les plats qui sont présents, sans trop spoiler, il y a des plats qui sont présentés à certains moments où c'est pas du tout le moment de présenter des plats. Et c'est très 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 en contraste avec la situation et du coup ça crée de l'humour. Et je rebondis sur ce que t'as dit, sur les détails, etc. Bah c'est normal parce que justement en fait sur le tournage du film, Mike Mayall et son équipe ont été assistés par la seule chef triple étoilée Michelin aux États-Unis, qui est Dominique Crenn, et qui justement c'est elle qui a donné un peu la direction du film sur comment ça se passe dans une vraie cuisine de chef étoilé comme ça. Avant, dans une première version du script, c'était c'est le bordel, etc. Ça court dans tous les sens, un peu à la The Bear, tu vois, c'était plus un peu laborieux comme ça, alors que non, dans une cuisine très haute comme ça, c'est tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Il y a un peu un côté gourou, etc. Et elle a ajouté aussi, comme tu dis, les détails dans les plats. C'est elle qui a dit, ben voilà, c'est plus comme ça qu'il faut soigner, etc., etc. Je ne savais pas ça, mais ça se tient, tu vois. Ça a du sens, c'est ça qui est beau. D'ailleurs, autre truc que j'ai oublié de dire, c'est que tu disais, il y a des dialogues, il y a des touches d'humour qui marchent bien. Il y a des touches d'humour qui marchent surtout parce qu'en fait, le réalisateur, ce qu'il faisait, en fait, c'est une fois qu'il avait ses plans, on va dire, sécurisés pour le script, où il disait, ben c'est bon, on a tout ce qu'il faut, il le permettait à ses acteurs de rejouer la scène une fois avec des impros. Si ça marche, on la garde, sinon, tant pis, tu vois. Et par exemple, Ralph Fiennes, il a fait une impro qui est restée dans le montage final avec la fameuse réplique, à un moment, il parle de taco et de Tuesday Taco. Et ben ça, c'est resté. Et c'est vraiment... Ah, mais c'est quoi la réplique ? Il dit, en gros, le personnage du chef, à un moment, il fait un petit monologue pour dire, pour ce plat de résistance, ma mère me cuisinait souvent des tacos le dimanche, le jeudi. C'est une impro, ça. C'est une impro. Et il dit, voilà, c'était le Sunday, le jeudi des tacos, quoi. Et ça, il l'a rajouté. Je crois que le truc des tacos, c'est dans le script, mais le Tuesday Taco, tu vois, cette petite réplique, tu sais, qui fait un peu sourire tout le monde, mais ça, c'est de l'impro. Eh ben. Du coup, plein de bonnes choses, je conclus pour toi, plein de bonnes choses qui font que c'est un burger végétarien que tu recommandes pour celles et ceux qui voudraient le goûter, c'est ça ? Je recommande fort pour les gens qui aiment les comédies horrifiques. Oui, certes. À mon tour pour ma métaphore. Pour moi, c'est un pâté en croûte de luxe, un peu servi dans le même univers que ce film, c'est-à-dire restaurant de luxe, très cher, servi dans une assiette en verre soufflé, avec ta petite croûte qui est dorée, avec des arêtes croustillantes, t'as l'eau à la bouche, c'est magnifique et tout, c'est servi avec un petit rond de vinaigre balsamique sur le côté, c'est pour dire ton assiette, t'as envie de la manger. Il y a des arêtes dans le pâté ? Non, mais c'était une figure littéraire pour dire les arêtes croustillantes, tu vois, c'est le bord croustillant de ton pâté en croûte, tu vois. Qu'est-ce que tu manges comme pâté, là ? Le croûte, je sais pas, la croûte. C'est le pâté qu'il faut donner à Scratchy, ça, Camille. Scratchy, mon chat, pour l'information. Bon, du coup, c'est un joli pâté en croûte, mais quand tu casses la croûte, qui est magnifique, y a pas le pâté dedans. Tu t'es fait avoir. Tu te dis, putain, il est où mon pâté ? Je m'attendais à ça. Et non. Et quand tu te tournes vers le chef, il te dit, il te regarde, il fait, ouais, c'est tout le principe. C'est, tu vois, c'est méta et tout, c'est trop rigolo. Tu vois, je te parle d'un pâté, il y a pas de pâté. Et il te fait payer 300 € pour ça. Donc, oui, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de qualités. Ta croûte, elle est magnifique. Il y a plein de choses. On peut en discuter. Et encore une fois, je descends pas le film. C'est juste, j'ai moins apprécié que Timothée. Mais, pour moi, je me suis un peu fait eu sur les bords. J'attendais un pâté croûte. J'ai pas eu mon pâté. Voilà. Donc, et pourquoi tu voulais un pâté de base ? Putain, personne mange juste parce du pâté. Parce que c'est dans le titre. Un pâté en croûte, c'est dans le titre. Moi, je me suis un peu retrouvé comme un con devant mon assiette parce que j'avais un pâté croûte plus conceptuel que vraiment nourrissant, on va dire. Pour reciter des trucs qu'il y a dans le film. Voilà. On va pouvoir débattre. J'ai dû entendre ça une deuxième fois, quoi, putain. Ouais, et j'ai ajouté des choses, c'était rigolo. Nous allons passer à présent aux analyses du film. Donc ça va spoiler un peu plus sévère. C'est un film, The Menu. Personnellement, je vous invite à regarder avant cette analyse parce qu'il y a des twists, il est prenant, il y a des révélations tout le long. Donc c'est plutôt intéressant si vous l'avez vu avant qu'on en parle et qu'on analyse tout ça. On va y aller juste après le jingle. Voilà le minimum d'informations que je peux partager pour ne pas divulgacher. Oui, mais enfin tout de même, Jésus, oh ta gueule. Et pour commencer cette première analyse, donc en partie spoiler, attention, je vais commencer, puisque Timothée va rajouter de la haine sur mon analyse et me couper dessus, je pense. Et je vais commencer en disant que pour moi... Il me connaît bien. Oui, on a appris. J'ai appris des expériences. Pour moi, surtout
après ce que j'ai lu, ce que j'ai compris de la filmographie de Mike Mayall, le réalisateur, et de l'ancien réalisateur qui était pressenti, je trouve que ce film, en fait, et la nourriture surtout, est une métaphore de film et d'œuvre audiovisuelle. C'est-à-dire qu'un plat équivaut à un film ou une filmographie, et du coup, le chef serait la métaphore du réalisateur. Et je pense que Mike Mayall et son prédécesseur avant avaient approché le scénario dans ce biais-là, parce que je trouve que c'est un film qui est très satirique sur le monde gastronomique très élevé, mais qui, du coup, est très satirique sur l'art en général et sur le cinéma, sur comment tu peux, en tant que chef / réalisateur, tu peux voir tes œuvres jugées par le public et par certaines hautes sphères qui ont un peu la main basse, la main mise sur l'industrie. Et moi, c'est sur ça que ça va s'axer. Si on défile ma petite analyse, le film raconte un chef qui fait une soirée où il fait des menus, il présente un menu à une foule de clients. Bah pour moi, la métaphore, ça serait que c'est un grand réalisateur qui est très connu, comme dans le film, comme le chef, qui est très connu pour avoir fait plein de choses avant, etc., qui délivre son dernier menu en date, sa dernière œuvre, donc c'est la Projo Test un peu, et qui va littéralement et métaphoriquement faire du mal à toutes les personnes de l'industrie, à toutes les catégories qui ont pu faire de lui la personne qu'il est, c'est-à-dire un réalisateur névrosé au bord du burn-out et qui se reconnaît plus. Timothée, il papillonne des doigts, j'affine mon propos. On est d'accord, on est en cinéphage, vous êtes habitués. C'est capillotracté, donc ça peut très très bien être bancal comme jamais. En fait, je trouve que pour l'instant, t'es pas assez capillotracté, mais je suis d'accord avec toi dans l'esprit, excusez-moi. en fait. Mais je suis d'accord. En fait, on parle pas de cuisine dans ce film, on parle d'art, on parle d'un artiste en dépression, en fait, et c'est ça qui est chouette. Un artiste qui est parti sacrément en dépression, qui a fait un et qui décide de mettre à mort tous les gens qui ont dénaturé son œuvre. Enfin, qui considèrent ont dénaturé son œuvre. En tout cas, voilà, toute la catégorie de personnes. Et justement, j'y viens. Pour moi, chaque client, chaque personnage, en fait, dans ce film, représente une certaine catégorie de spectateurs / acteurs du milieu. C'est-à-dire déjà, le chef réalisateur, son équipe de commis de cuisine, et tout ça, c'est son équipe technique, c'est vraiment son cadreur, etc. Tout le monde est à ses ordres et c'est lui qui décide quoi faire, etc. T'as des parallèles qui peuvent être assez évidents, qui peuvent être faits comme ça. Les 3 mecs de la finance qui sont dans le film, qui sont des mecs un peu véreux, etc., c'est les prods, en fait, qui découvrent le film, et c'est eux qui sont les réactions les plus virulentes, parce que c'est eux qui, dans la genèse du film, ont financé le restaurant, et dans la métaphore, s'ils ont produit le film, et ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde que tu nous présentes, frérot? On n'est pas d'accord, on n'avait pas donné de la thune pour ça, donc c'est eux qui s'énervent le plus, c'est eux qui disent, on va t'acheter, on va te poursuivre, etc. Ce qui a pu peut-être se passer pour certains réalisateurs dans la vie, je pense que c'est arrivé à Hollywood. Se passer en permanence. Voilà, les director's cut, des trucs comme ça, ça arrive souvent à Hollywood, donc je pense que c'est peut-être une métaphore de ça, ces personnes-là. Ensuite, on a le couple d'acteurs, qui sont des collègues de la profession, qui sont là plus pour réseauter. Le personnage du mec, il est là pour comme il le dit, c'est une pute à name dropping, plus que vraiment intéressé par la cuisine du gars, donc de son œuvre. Donc ils sont là pour faire du réseau, pour avoir des nouveaux contrats, mais pas vraiment pour goûter l'œuvre du gars. On a les fameuses critiques, que elles soient critiques culinaires ou critiques de films, elles en font des caisses, elles surenchérissent sur ce qu'il fait le chef ou le réalisateur, et après coup tu comprends qu'elles n'hésitent pas à saccager d'autres œuvres qu'il a fait par derrière, c'est-à-dire fermer des restaurants, du coup condamner des films à ne pas être rentables. Eux, ils me font penser à Anton Ego un peu, dans l'idée. Il y a beaucoup de comparatifs qu'on peut faire avec Ratatouille, en fait, ce film. Mais oui. Anton Ego, c'est le méchant de Ratatouille, c'est le critique qui détruit les restaurants, du coup, qui lui plaisent pas. Et à un moment, moi je me rappelle la phrase, je trouve, qui caractérise le mieux Anton Ego dans Ratatouille, c'est quelqu'un lui dit vous êtes bien maigre pour quelqu'un qui aimait la cuisine. Et lui il répond je n'aime pas la cuisine, je l'adore. Et pour moi ça caractérise bien le problème des critiques dans le monde de l'artistique, en fait. C'est que c'est même plus une question de spectateur, c'est qu'on en devient à un côté où on se sent obligé de mettre à mort tout ce qu'on ne comprend pas et tout ce qui ne nous touche pas au cinéma, parce que on trouve ça inacceptable que le monde entier puisse comprendre, mais pas nous. Et du coup, ces deux critiques, je trouve, qui symbolisent bien ce truc-là, quoi. Et moi, je trouve, ils représentent très très bien le côté un peu très huppé, très auto-centré des critiques qui s'auto-congratulent continuellement entre elles pour dire des choses qu'en fait, tu vois, genre dans le film, littéralement, ils te présentent des échantillons de saveurs, ils enlèvent tout le plat, ils disent juste, on vous enlève le pain, on vous enlève tout, vous avez juste le salé, le sucré, l'amer,
Et eux, ils sont en mode c'est génial, etc. C'est trop bien, retour aux sources. T'es dans un peu une espèce de critique de ces fameuses critiques qui analysent et surenchérissent sur des films expérimentaux et qui s'autocongratulent comme ça, des films très nombrilistes un peu. T'as les habitués, le couple de retraités qui en fait viennent très souvent, mais en fait ils viennent même pas pour voir les films ou pour savourer les plats parce qu'en fait ils s'en souviennent même pas. Le personnage à la fin, le chef les coince en leur disant mais citez-moi un seul film, un seul plat dont vous vous souvenez de ce que j'ai fait. Ils arrivent pas à le citer parce qu'en fait ils sont plus occupés à laver leur linge sale et à faire leurs petites amourettes devant le film. En fait, aller au restaurant, aller voir un film / manger un plat dans ce film-là, c'est juste un prétexte pour faire leur vie à côté en fait. C'est dans le fond. Je suis pas d'accord avec ça en fait. Pour moi, ce film il parle quand même pas mal de lutte des classes, de façon caricaturale ou pas caricaturale, hein, mais en fait ces deux-là ils représentent les riches, ils représentent les bourgeois qui sont tellement habitués à manger des mets d'exception que en fait ils peuvent pas te citer un plat qu'ils ont mangé chez lui parce que pour eux c'est comme s'ils allaient au Burger King quoi. Comme tu dis, parce qu'ils ont de l'argent et tout, ils vont dans ce milieu-là, non pas pour savourer les mets d'exception / les films proposés, puisqu'on est encore dans la métaphore, mais plutôt parce que c'est un lieu social où ils peuvent faire d'autres choses, c'est-à-dire soit parler de leur vie, soit draguer le gars il ramène sa maîtresse là-bas. Le film / le plat présenté n'est plus le prétexte d'y aller. Ça devient, comme tu dis, aller au café, etc. Et ça dévalue complètement l'importance du truc. Ce que le chef leur reproche. Il leur dit, mais les gars, je suis pas un boui-boui, quoi. Genre, au bout d'un moment, vous venez pour avoir quelque chose, pour savourer une œuvre. Respectez-la, tu vois. En gros, moi, je le compare un peu à ce genre de personnes qui vont au cinéma pour draguer et pour choper. Ils s'en foutent qu'ils vont voir le monde d'Odori ou Hostel. Ce qu'ils veulent, c'est juste pécho, tu vois. Toi, ça t'énerve, les gens qui vont au cinéma pour pécho. Non, parce que, comme tout le monde, je l'ai fait, tu vois. Mais, je comprends. Bah oui. Mais. Ah ouais? Oui, mais j'ai pas dit que ça marchait non plus. Je vais pas le dire maintenant comme ça devant l'intégralité. Non, mais du monde. tu pourras censurer au montage, tu mets un bip. Alors, ça a pas marché toutes les fois, mais je l'ai fait avec une meuf où ça a pas marché. Et je crois que je l'ai fait avec... Ah, et les films étaient bien? Oui, c'était cool. Bon, c'était... Ah, en vrai, chouette. En vrai, bon choix, voilà. Bon choix. Mais bref, voilà, donc c'est une pratique qui se fait, mais quand t'es du point de vue du réalisateur ou là, du cuisinier, t'es pas très content que ton film soit juste, ou ton œuvre, ce soit juste la toile de fond pour tirer ton coup, quoi. Pour moi, son problème, c'est pas qu'il soit sur son portable pendant qu'il mange, tu vois. Le problème, c'est le problème, c'est que n'importe qui aurait besoin de vendre toute sa vie pour y arriver, et qu'ils peuvent se permettre de le faire 12 fois. Oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu prends un film comme Parasite, il met assez directement en opposition les riches et les pauvres. Il y a les riches d'un côté, il y a les pauvres de l'autre. Eux, dans ce film, dans The Menu, ils vont jamais dire riches et pauvres, ils vont dire vous êtes avec les receveurs ou avec les donneurs. Et c'est pour ça, à un moment, quand il se rend compte que Margot est prostituée, il lui dit j'ai besoin de savoir de quel côté vous mettre. Est-ce que vous êtes avec nous, les donneurs, ou est-ce que vous êtes avec les receveurs? Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça, et surtout que après tu apprends que le personnage du chef est parti de zéro, c'est-à-dire que il a commencé dans un fast-food à faire des burgers et qui s'est hissé dans la haute gastronomie à la force de ses bras. Donc c'est voilà, tu vois, là t'as une histoire de lutte des classes aussi. Ouais, ça c'est plus l'American Dream que de la lutte des classes, mais oui, mais c'est l'American Dream, mais du coup l'American Dream c'est quoi? C'est tu te hisses en haut de la société. Il part d'une classe qui est la classe ouais. Pour devenir dépressif et avoir envie de tuer tous ceux qui t'ont fait monter là, mais c'est voilà, ça qui est formidable. Parce qu'en fait, parce que la haute société, les hautes sphères comme ça sont gangrénées et sont complètement incestueuses, métaphoriquement et intellectuellement parlant. C'est pas faux. Voilà, on dit les vérités. Donc, je termine avec les deux derniers personnages qui sont parmi les plus importants, qui est le personnage du fanboy, de celui qui est complètement fan du chef, qui adore tous ses plats, qui le connaît sur les bouts des doigts et tout. Et est-ce qu'on peut l'appeler le foodies? C'est ça, hein? On appelle ça des foodies, ces gens-là. Foodies, aka fanboy pour le monde du cinéma, où c'est le gars qui est absolument fan de toute la filmographie du mec, qui le connaît par cœur, à tel point que justement, il en devient antipathique pour le réalisateur lui-même, pour le chef lui-même, parce qu'il se dit, mais frérot, en fait, avec toutes tes théories à la con et tout, tu désacralises tout ce que je fais, en fait. Parce que t'es trop. Et t'as du coup la dernière personne qui est le personnage principal, qui est joué par Anya Taylor-Joy, qu'on pourrait traduire dans le monde du cinéma par le spectateur lambda, qui n'a jamais vu ni eu envie de regarder un film expérimental, qui s'en fout, qui juste prend les plats et les films pour être diverti, juste dans la simplicité qu'ils sont,
et pour les consommer comme ça. Donc là, j'enchaîne sur la suite. Justement, avec tous ces parallèles qui sont faits, qu'est-ce que la nourriture raconte avec tout ça, avec tous ces parallèles-là? Bah, c'est en gros, voilà, c'est, comme on disait, c'est un chef / un réalisateur qui est au sommet de sa carrière, qui est connu pour faire des plats exquis, pour faire des films expérimentaux, qui sont encensés par les critiques et qui tournent dans un cercle très 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 restreint. Et il en a marre, il fait un burn-out, et il tire à vue sur tout le monde, il défonce son fanboy, il se débarrasse de lui en lui disant « Bah vas-y, fais toi-même ton film, fais-le devant tout le monde, et vois comment c'est de la merde, vois comment c'est horrible, comment tu te fais juger rapidement, et comment en fait t'as pas les épaules pour ça, donc arrête de balancer des phrases sur tout ce que je dis, parce que tu sais pas ce que tu dis. » C'est une des meilleures scènes, et si je puis dire, pour moi le problème avec le Foodies, c'est pas tant qu'il soit fan en fait. Parce que ce qu'il a de différent, ce mec-là, c'est qu'on apprend dans le film du coup que lui, c'était le seul client qui savait ce qui allait se passer, qui savait qu'ils allaient tous mourir. Et que l'idée c'était de tuer tout le monde. Et en fait, sa copine l'a quitté, et le repas était pour deux, et il pouvait pas venir tout seul. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chopé Margot, une prostituée, pour l'amener avec lui à ce repas-là, en sachant consciemment qu'elle allait mourir. Et en fait, pour moi, ce que le chef lui reproche, c'est ça. C'est quelqu'un qui value l'art plus que la vie. Ouais. Et le chef, en le faisant faire le plat, qu'est-ce qu'il lui dit? Du coup, il le force à cuisiner lui-même. Et en gros, il le met face à « Regarde, tu values la vie plus que l'art. Et tu fais de la merde. Tu n'es pas un bon artiste, tu ne seras jamais un bon artiste. Donc, va te pendre. Si tu values vraiment la vie plus que l'art. » Et ça, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a des gens qui valuent l'art plus que la vie. Et en fait, ma mère me disait, mais parce que je lui ai montré ce film à ma mère, parce que voilà, je trouvais ça sympa. Elle me disait, oui, c'est un peu horrible de dire, ça dit un peu, oui, si t'es fan d'un truc et que tu peux pas faire aussi bien que les célébrités, que tu idoles, tu es une pauvre merde. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est quand même, on parle pas de n'importe quel fan. On parle d'un fan qui est prêt à sacrifier d'autres gens. Ouais, pour c'est cet fan art. Toxique. Et je pense personnellement que, sauf quelques peut-être valeurs propres à nous-mêmes, il y a peu de choses qu'on devrait valoriser plus que les êtres humains. Ouais. Il y a pas beaucoup de choses dans la vie, à part peut-être des termes, voilà, des idéologies comme la liberté, voilà, ce genre de trucs, qu'on peut mettre au-dessus de l'être humain, mais on ne devrait jamais mettre la cuisine, le dessin, le cinéma au-dessus des êtres humains. C'est les êtres humains qui importent d'abord. Oui. Et c'est ça qu'il le reproche. Et c'est pour ça aussi que, tu sais, on se demande qu'est-ce qu'il lui dit pour lui faire d'aller se pendre. Et pour moi, c'est clair. Tu as été prêt à sacrifier quelqu'un pour la cuisine, et tu ne sais pas cuisiner. L'ironie est incroyable. Alors pourquoi tu vas pas te pendre, en fait? Notre personnage de chef / réal a sa projo là qui est le dernier menu et sa dernière projo. Il démonte tout le monde, il s'en prend à tout le monde et il les met devant leurs propres défauts. Et c'est justement dans le personnage d'Anna Taylor-Joy, qui est une spectatrice lambda dans la métaphore et dans la genèse du film, que justement il va trouver et qui va remettre un peu les pieds sur terre et que ça va être la faille dans son plan et dans sa névrose, parce qu'en fait c'est la seule qui est extérieure à ce monde, à cet univers très haut, très fermé, très entre soi, et qui va le juger en fait, qui va le dire vraiment, qui va le remettre les pieds sur terre en disant « Frérot, je viens ici pour manger, tu me donnes pas à manger, j'aime pas ce que tu fais, c'est nul, etc. » Comme une spectatrice lambda qui arrive dans n'importe quel ciné artistique, qui voit un Godard qui dit « Mais c'est de la merde en boîte ». Tu vois, c'est normal, parce que bah tu t'es pas de ce milieu, et quand t'es dans un truc très nombriliste comme ça, bah oui, c'est débile, enfin, t'as pas envie de voir ça. Et je termine, le cheeseburger final, il cristallise tout ça. Et je trouve que c'est pas du tout anodin, et que c'est très très bien choisi comme plat final. Attends, quoi? La première fois que tu l'as vu, tu m'as fait un scandale, comme quoi c'était trop nul comme fin. Non, bah alors je m'en souviens. Si, c'est vrai! C'est vrai, bah j'en suis désolé parce que... Tu disais c'était plagiat Ratatouille. Non, mais dans mes souvenirs, mais même avant de l'avoir revu cet après-midi, je trouvais que la fin du cheeseburger était habile. Ah, peut-être c'est moi qui dis de la merde alors, en fait. Parce qu'en fait, moi, le reproche que j'ai un peu à faire au film, c'est que des fois, sous prétexte d'être dans la satire et dans la métaphore, tu perds un peu la crédibilité de l'univers. C'est un peu... Des fois, tu te dis... Bon, les gars, en vrai, le chef, il est vraiment trop mastermind, c'est-à-dire il les laisse s'échapper, puis après il les rattrape. Il est un peu trop... c'est le JDR, quoi. C'est le gars, il gère son univers, etc. Et des fois, moi, ça me gênait un peu, mais bon, bref. Bah, personnellement, je trouve que c'est pas très mastermind, parce que si tu lâches des mecs sur une île avec, de ton côté, 20 mecs musclés, bah oui, forcément, tu vas les ramener, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que des fois, il y a...
ça semble peut-être se prend un peu les pieds. Par exemple, moi je me rappelle, il y a une séquence où t'as l'impression qu'il y a un policier qui arrive et t'as toute une scène de tension où il a un flingue et tu sais pas s'il va comprendre que les mecs sont tenus en otage par les cuisiniers ou pas. Et au final, le mec est juste un complice. Et j'avoue que même encore maintenant, je ne comprends pas l'intérêt de cette scène. Elle n'apporte rien. Pour moi, c'est là où c'est ce que je voulais dire avec ma scène de pâté en croûte, enfin avec ma métaphore de pâté en croûte sans pâté, c'est que il te fait un super thriller horrifique, mais en fait en substance, si tu grattes un peu en dessous, le film, hors de sa métaphore et de son analyse que t'en fais, qui est très satirique, il tient pas vraiment debout. C'est-à-dire que si tu vas vraiment chercher dans les réactions logiques des gens, tu te dis, en vrai, le chef est trop omniprésent et trop sûr de lui pour avoir un mastermind comme ça. Et pourquoi il peut pas être sûr de lui? Bah, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fait de prendre autant de risques et que tout retombe parfaitement selon ses plans, c'est un peu capillotrapé. Mais en fait, il faut comprendre que ce film, il se passe pas grand chose, hein. C'est des mecs qui sont séquestrés et qui mangent des plats. À un moment, il y en a un, il essaie de s'enfuir, il se fait couper un doigt. À un moment, il les laisse s'enfuir, il les ramène. C'est tout, hein. Enfin, je veux dire... Ouais, mais tu vois, c'est justement rien que le fait de je les laisse s'enfuir, t'es à la limite de... Frérot, sur un malentendu, il y en a un qui se cache dans un arbre, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Il s'en tape, il a prévu de se tuer, lui. Bah alors, moi, c'est un peu ma limite que j'avais et qui s'est un peu atténuée parce que je me suis dit, bon, ok, ça va, c'est plutôt ok. Et du coup, je reviens à mon cheeseburger. C'est que à la fin, en fait, le cheeseburger qui représente un peu la nouvelle œuvre que le chef réalise lui-même pour sa spectatrice. Pour moi, en fait, je l'ai interprété comme le réal, il a eu des équipes de 50 000 personnes, etc. Il déléguait plein de choses. Et là, il revient à l'essence même de ce qu'il faisait quand il était tout jeune au début de sa carrière. C'est il fait son propre film avec sa caméra. Il se met derrière l'écran. C'est lui qui tourne lui-même, sans artifice, rien du tout. Et il revient à l'essence de ce que c'est-à-dire je te donne un film, une œuvre simple, qui est typique, tu sais, c'est du fast-food, donc c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose fait à la chaîne, qui est pas non plus très qualitatif, on va dire, au niveau gustatif et au niveau du film, mais qui est fait avec beaucoup d'amour. Et en fait, c'est ça que la spectatrice lambda, comme nous tous, en fait, elle apprécie, et qu'elle s'en fout, en fait, de voir des films qui vont te faire revisiter tes 3 ans de fac de philo et réfléchir à toute l'histoire de l'art. En fait, des fois, t'as pas envie de bouffer un œuf de caille sur une feuille d'or. T'as pas envie de voir un film, comme je t'ai dit, voilà, qui est pendant un silence sur un caillou. Des fois, tu veux juste être diverti, tout simplement. Et je conclurai là-dessus en disant, bah, c'est ça aussi pour moi la passion du cinéma. C'est être diverti avant tout. C'est revenir à l'essentiel, quoi. Ouais, et c'est ce que fait le personnage du chef. Il revient à l'essentiel. Et c'est comme ça que le personnage de Margot arrive à s'en sortir et c'est la seule qui survit. Parce que celle qui l'a compris, elle a dit, bah, en fait, t'es juste un artiste qui veut être compris pour ce qu'il aime faire. C'est-à-dire l'essentiel, tu fais quelque chose, tu le donnes à quelqu'un, tu le fais avec amour, il le reçoit avec amour, il savoure, tout le monde est content. Tu peux aimer un film, genre un Marvel, un truc qui est très fait à la chaîne, et le kiffer comme ta vie, parce qu'il a été fait bien comme il faut, et parce que toi, t'es diverti. Et ça suffit. T'as pas besoin de te justifier auprès de, je sais pas, moi, CNews ou je sais pas qui vont dire, ah non, c'est pas du vrai cinéma. Non, tu es légitime d'aimer ton petit film comme ça. Il est simple, et c'est ça qui est bien. Enfin, c'est vrai qu'il a l'air bon, son burger. Ouais, putain, en plus, oui. Enfin bref, voilà. Déclaration d'amour au cinéma qui est simple aussi. Faut arrêter de... Mais pas que à l'art en général, hein, vraiment, assez... À l'art, ouais, exactement. Même à la vie, t'as toujours ce truc de plus on vieillit, plus on devient aigri, plus on devient sec, et plus on a envie de revenir à l'essentiel. Et c'est pour ça aussi que je trouve ce personnage, il est vraiment intéressant à comparer à Anton Ego, parce que ce film, pour moi, vraiment, il est inspiré de Ratatouille. On peut pas l'enlever. La fin, c'est la même fin. Et j'adore The Menu, j'adore Ratatouille, j'ai aucun problème avec ça. C'est la même fin. Et je suis persuadé que Chef Hawthorne, il est inspiré d'Anton Ego. Je suis désolé, tout me crie ça, en fait. Ce personnage qui a aimé tellement quelque chose qu'il a perdu de vue l'essentiel et qu'il est devenu sec et gris et dépressif. J'ai un autre point aussi, je vais te décevoir, mais le Chef Hawthorne, qui est joué par Ralph Fiennes, il est pas inspiré clairement de Ego, mais de vrai, il est inspiré, c'est un mix de plusieurs chefs qui sont dans Chef's Table, qui est un show américain. Oh, ça me donne envie de le voir, en vrai. Voilà, c'est inspiré, et c'est un mix de plein de personnages qui sont visibles dans des épisodes de Chef's Table, qui ont un peu leur caractère comme ça, très autoritaire. Enfin bref, pardon. En tout cas, moi, c'est sur la fin, et c'est pour ça que le cheeseburger m'a touché, c'est que c'est, bah ouais, petite déclaration aux choses simples de la vie, et je dis ça par rapport au cinéma parce que moi ça me touche et que je déteste ces espèces de critiques
qui sont dans une sphère tellement haute, qui ne savent plus comment se faire un film, qui ne savent plus comment apprécier des choses à l'essentiel. C'est-à-dire, tu regardes un film pour te faire raconter une histoire, pas pour juste dire est-ce que le plan il est bien fait, est-ce que il y a une bonne métaphore, est-ce qu'il a bien cité son histoire de l'art derrière et tout. Non, des fois, t'as pas besoin de ça. C'est simple. Regarde, tu peux kiffer Ali G, c'est rigolo. Et c'est bien. T'es légitime de trouver ça rigolo, tu vois. Alors, j'ai envie de prendre le contre-pied de ton... Parce que, en soi, je suis d'accord. Mais j'ai envie de prendre le contre-pied un peu de ton point de vue pour te faire chier. Mais le burger, maintenant, il a quand même une autre signification dans le monde. Le burger, maintenant, il évoque un peu l'Amérique Trump, tu vois. Ah bon? Ah, mais de ouf. Enfin... Trump, c'est... Enfin, du coup, quand je parle Trump, je parle de la droite très conservatrice états-unienne, mais le burger, c'est un monument là-bas. Et, tu sais, je pense à Trump, par exemple, qui a dit à l'Élysée, non, moi, je veux pas manger de plats très gastronomiques, je veux 200 burgers, et on laisse tomber tous les plans que Michelle Obama, elle avait fait bio dans les cantines aux écoles, et on remplace ça par du fast-food. Et ça, par exemple, c'est un point sur lequel je me suis un peu embrouillé avec ma mère, parce que pour moi, ça parle quand même plus globalement de revenir à l'essentiel dans ton âme et dans ton art, tu vois. Mais et elle me disait, c'est un truc qui l'a gênée, parce qu'elle avait l'impression qu'on lui disait, oui, tous les plats bio, les bons plats, les plats gastronomiques et tout, ça vaut pas un bon burger quand même. Et c'est pas vraiment vrai, en fait. Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle l'a pris un peu trop personnellement, parce que mais je suis un peu d'accord quand même. Genre, je suis un peu mitigé, tu vois. Je pense que, en fait, c'est parce qu'il y a aussi, ça a été écrit par des Américains et c'est dans un univers avec des Américains, que peut-être il y a ce côté de sacralisation du burger et de regardez, c'est beau, c'est la manette de Proust de beaucoup d'Américains. Et c'est peut-être pour ça que ça la gêne et qu'ils se disent le bio n'est pas aussi implanté aux États-Unis qu'en France. Mais c'est vrai que moi, à choisir, parce que si on compare par exemple Ratatouille toujours à The Menu, parce que je trouve ça pertinent, je suis désolé, et bah je trouve une Ratatouille c'est une meilleure idée. Moi c'est mon petit bémol avec The Menu, c'est son burger il a l'air bon, mais ça a l'air surtout d'être 2 steaks avec du fromage. Tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est de la simplicité. Mais par exemple tu prends Ratatouille, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une ratatouille revisitée. Ils ont inventé un plat de ratatouille. Et du coup, t'as ce mélange de le savoir-faire d'un chef avec la simplicité. Oui. Parce que c'est ça aussi, un bon artiste, il va pas juste te faire de burger et un fromage. Il va te faire quelque chose de simple, mais il va le faire bien. Et là, c'est vrai que ce burger, il a juste l'air gras. Voilà. Pour moi, oui, t'as raison, il est gras, il est suintant et tout, et tu vois le jus qui en dégouline. Mais parce qu'en fait, le gars, il est revenu à ce qu'il faisait d'avant, et c'est ça qui est bien, c'est un client lui a demandé quelque chose, il lui donne, et c'est tout. Et il s'en fout qu'il soit bien gras. Mais non, mais justement, en fait, ils auraient pu faire un burger revisité de chef, parce que tu regardes des burgers de chef, c'est pas déconstruit ou quoi, c'est un burger, mais c'est un magnifique burger, tu vois. Et là, c'est vrai que ce burger, il a l'air d'être fait dans le premier fast-food du coin, tu vois. Pour moi, ça aurait pas... Bah justement, pour moi, c'est tout le principe, parce que le gars, en fait, il est parti de rien dans un fast-food de n'importe quel bled que tu peux trouver aux États-Unis, et il s'est hissé dans des sphères où il a fait des choses plus expérimentales et plus branlettes artistiques les unes que les autres. Et justement, c'est en revenant à une simplicité aussi basique et des fois même néfaste, c'est pas de la bonne nourriture, que ça lui fait du bien. Parce que il vient de là, le gars. En fait, ça n'empêche pas l'artiste de sublimer la simplicité. Oui, déconstruire et tout, c'est fatigant. Mais par exemple, moi je vais citer un de mes films grand public préférés, Avengers. Tu vois. Ouais. Avengers 1. Je l'adore et je trouve que, en fait, c'est une masterpiece, mais on s'en rend pas compte. Je trouve que c'est dans le détail, tu vois. Mais Avengers, pour moi, c'est pas 2 steaks et 2 bouts de fromage et 2 pains. C'est quelque chose de simple, mais il y a de la finesse dedans, il y a du savoir-faire, tu vois. Et on le voit pas à la première vue, mais c'est là. Et je trouve qu'ils auraient pu plus représenter. Parce qu'en fait aussi c'est incohérent parce qu'un chef il te fera jamais un burger comme ça. Un chef, s'il te fait un burger, quelque chose de simple, il peut quand même te le faire bien. Et là il a l'air gras. Non, alors il est gras parce que les ingrédients sont gras, mais je peux te dire, je vous invite toutes et tous à regarder la séquence. Ça donne l'eau à la bouche. La manière, la finesse avec laquelle il te fait un plat aussi lambda, elle est magnifique. Genre les boules de viande qui sont écrasées avec un petit torchon, une petite spatule et tout. Le mec, il a la qualité. Ouais, je l'ai devant les yeux. Bon, moi, je le mange parce que c'est un burger, tu vois. Non, mais tu peux pas dire qu'il le fait pas avec finesse. C'est le gars, en fait, il a l'art et la manière d'un chef étoilé, mais il te fait un plat des plus basiques. On va pas... là, on va tourner en rond, sinon, mais... T'as vu le plot twist ? Toi, t'es en train de défendre le film, moi, je suis en train de l'attaquer. C'est fou, quand même. Ouais, c'est fou. Le plot twist, ce que la vie nous fait faire.
Voilà pour les arguments, etc. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter, à dire, etc. Ou est-ce que tu veux qu'on passe à la question finale sur les ingrédients? Moi, je voudrais faire une petite tech, du coup. Je voudrais te questionner, Camille. Vas-y, balance tout. Parce que je trouve que dans le menu du chef, il y a vraiment, là où ils sont bons dans ce film, c'est le menu. Et c'est génial parce que c'est le nom du film, en fait. Ça, c'est quand même incroyable, tu vois. Oh là là. En fait, chaque menu, chaque plat qui arrive là, tu peux le décortiquer de ouf. Et je trouve ça super intéressant. Par exemple, prenons un des plats. Quand ils arrivent sur l'île, ils sont accueillis avec un amuse-bouche. Au melon, aux œufs de poisson et au fromage blanc, je crois. Mais t'as carrément raison, parce qu'en fait, oui, pareil, dans un interview, il en parle. Si tu analyses les plats, tu peux savoir ce qui va se passer dans les séquences. Exactement, mais est-ce que tu sais ce qu'il veut dire, cet amuse-bouche, à ton avis? Il y a une signification derrière. Pas précisément, mais vas-y, donne-nous-le pour l'exemple et tout. C'est, en fait, les amuse-bouches, ils sont quasiment jamais commandés dans les grands restaurants. Tu peux pas commander d'amuse-bouche. C'est le chef qui te l'apporte toujours. Okay. C'est l'initiative du chef. Du coup, le fait qu'ils reçoivent un amuse-bouche quand ils arrivent, c'est pour signe de dire, le chef est au contrôle, en fait. C'est une forme de poser sa puissance avec un petit amuse-bouche. Et je trouve ça grave intéressant parce que c'est le langage de la haute cuisine, tu vois. Vas-y, est-ce que t'as un autre exemple comme ça et tout? Je pense qu'on va pas pouvoir tous les faire, mais... Moi, mon préféré, c'est celui avec les sauces où il y a pas de pain. Oui, je crois que c'est l'entrée, ça, non? C'est l'entrée ou le plat de résistance? Je crois que c'est l'entrée. Et ce qui est génial, et c'est là que Margot, elle réagit bien, c'est Margot, elle dit, mais il se fout de ta gueule, là. Et oui, en fait, il dit, vous êtes tellement fan de moi, que là, je vais vous apporter un plat où il y a juste la sauce et vous allez le manger parce que je peux faire ce que je veux. Et en fait, ce plat-là, il me rappelle l'urinoir de Marcel Duchamp. Et moi, je vais te dire, ça me rappelle un autre truc, ça me rappelle le cahier d'images de Godard, qui a présenté ça au Festival de Cannes. C'est juste des images mis tout bout à bout, qui sont à peine montées, vite fait, bizarres, dégueulasses, qui durent 3 heures, et toutes les critiques l'ont encensé, on dit, c'est la magie du cinéma, etc. Et moi, je dis non. Je dis un gros non. Voilà, là je fais ma Margot, je dis les gars, ils se foutent ta gueule. Ces trucs-là, je les défends comme l'urinoir et comme le truc dont t'as dit en fait. En fait, c'est génial parce que c'est du troll. C'est une blague et c'est ça qui est bien. On en a déjà parlé en off et je le dis ici, mais moi en fait pour moi cette blague, j'en rirais si ça déprécierait pas et si ça gangrénerait pas l'industrie dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que quelqu'un comme Godard filme, voilà, moi j'ai toujours l'exemple, il filme un caillou pendant 3 heures, il dit ça s'appelle Maman. Tout le monde va dire c'est incroyable ton caillou, putain, je me suis senti pleurer à la 2e heure et tout. Et tout le monde va l'encenser. Un jeune réalisateur, comme toi ou moi, qui ne sont connus ni d'Ève ni d'Adam, il balance ce même plan, le même film, 3 heures, même seconde et tout ça, avec le caillou et qu'il l'appelle Maman aussi. On va leur chier à la gueule, on va leur dire t'es qui, tu te fous de notre gueule, t'es rien, t'es personne, etc. Et du coup, c'est ça qui me plaît dans ce film-là, c'est sur en gros le côté de t'es trop dans une espèce de truc où t'encenses les gens, où tu t'auto-congratules et tout entre eux, etc. C'est un peu réel. Que tu n'encenses pas le plat, tu encenses la personne. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Ça me va de faire du troll. J'adore faire du troll. Mais est-ce que tu penses ça de l'urinoir de Marcel Duchamp aussi, par exemple? Non, parce que Marcel Duchamp, il l'a fait dans un truc pour faire réagir les gens. Là, tu vois, moi, je te parle de trucs dans le cinéma qui arrivent tous les ans à Cannes. Là, en ce moment où on enregistre, Cannes est en train de se passer. Il y a des films d'art et essai qui passent par des réalisateurs qui sont très 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 estimés et qui prennent la place et qui se foutent de la gueule du monde, alors que t'as des jeunes artistes qui sont bourrés de talent, qui ont des idées tout aussi radicales, mais qui ne se font chier à la gueule par tous les producteurs et tous les distributeurs parce qu'on leur dit tu n'es personne. C'est le monde de l'art. Le monde de l'art, c'est ça. C'est tu vois, le fait de scotcher une banane contre un mur et tout ça, c'est ça. En fait, c'est plus tu auras du bagou et plus tu auras une réputation, plus tu pourras faire de la merde et plus tu pourras troller les gens. Ouais, mais alors la banane contre le mur, par contre, c'est du génie, hein, je suis désolé. Parce que la banane contre le mur, on la ressort depuis des années. C'est fou! Le mec, il a scotché sa banane contre le mur et il a réussi. On en parle encore. Oui. C'est un génie, ce mec, je suis désolé. Mais, bravo à lui. Mais tu vois, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, il y a des gens comme toi, comme moi, comme tous les gens qui interagissent dans le podcast et d'autres, tu vois, qui galèrent leur grand mort pour produire quelque chose de qualitatif et qui se font dépasser par des gens qui se foutent de leur gueule allègrement, qui disent moi je suis installé et j'ai pas d'effort à fournir et je pose mes couilles sur la table littéralement, je me fous de ta gueule et tu rigoles, je te fais un fuck et tu me dis merci. Toi t'interprètes ça comme ça, mais on peut voir l'inverse aussi. Ouais. On peut voir... je suis rageux là, j'ai le sel. Ouais. Ah ouais, non mais je vois ça. Mais je suis cérébros là. Après là, moi je suis le connard qui me retrouve à défendre les performances un peu abstraites et tout, alors que toi t'as vu le Caravage.
Moi, je regarde le Caravage 40 secondes, je fais un AVC et je me mets à mousser, tu vois. Oui, non, mais je dis pas. Moi, j'aime bien aussi le cinéma expérimental, c'est très bien. Ce genre de foutage de gueule, ce genre, comme tu dis, de troll, comme le chef le fait avec le pain et les extraits, et que justement Margot dit, il est en train de se foutre de ta gueule. Moi, ça me fait tiquer. J'adhère avec Margot en me disant, bah oui. Parce qu'il se fout pas de la gueule des artistes, il se fout de la gueule du public. Et a raison, parce que le public, il fait quoi? Il fait exactement ce que tu reproches. Du coup, en fait, on peut voir ça d'un côté que les artistes qui font ça, ils sont d'accord avec toi, et c'est ça qu'ils essaient de faire passer comme point. Il est d'accord avec moi, il joue et c'est bien, il joue de la mécanique et tout, mais en attendant, qui c'est qui a les leviers pour faire actionner ça? C'est les gens qui sont en face, qui gobent ce qu'il dit et qui disent amen à tout. C'est-à-dire, franchement, si un jour j'ai l'occasion de faire ça, c'est-à-dire de faire mon fameux film caillou de 3 heures, mais vas-y, je le fais et je me fous de la gueule intérieurement de tout Cannes et de tout l'univers du monde, parce que ce sera ma revanche, et je pense que c'est la revanche de plein d'artistes qui sont comme La Banane, etc. Mais en attendant, ceux qui ont les leviers pour transformer des carrières et donner la chance à plein de gens, c'est des gens qui s'auto-congratulent en disant « Oh, regardez, c'est pas mal, franchement, il nous a fait un plat sans pain, mais c'est du génie. La prochaine fois, il faudra faire un plat mais vide, et je mange de l'air, je mange de la glace, c'est parfait, tu vois. » Enfin bref, voilà. Camille Salé. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est juste, je trouve que ces œuvres, elles disent la même chose que toi, en fait. C'est des artistes où ils se rendent compte que, peu importe, c'est des artistes, ils font un truc, tu vois, les gens l'aiment. Ils font un autre truc, les gens aiment plus. Ils font un autre truc, les gens aiment plus, et à un moment, ils se disent, mais attends, mais ils sont débiles, ces gens, ou quoi? Et ils aiment vraiment ce que je fais, oui, même moi. Et après, du coup, ils font un test et ils font un film où il y a rien dedans. Et ils regardent si les gens applaudissent. C'est ça. Et ils sont d'accord avec toi. Le public, je pense, la majorité des critiques du public sont plutôt d'accord avec moi. C'est une niche, les films expérimentaux, un peu comme on a dit, hein, c'est très nombriliste cet univers-là de films comme ça. Mais ceux qui peuvent donner des carrières à ce genre de films, c'est les critiques, et c'est eux qui entretiennent la machine, parce que eux ils comprennent pas ça. Eux ils comprennent pas qu'on se fout de leur gueule, ils sont en mode mais c'est du génie. En vrai, je pense qu'il y a quand même pas mal de critiques qui dénoncent pas mal ce que tu dis là aussi, mais. Ah bah alors pourquoi ils le chient? Je dis ça, Camille, il faut pas qu'on se les mette à dos si à un moment ils nous tombent dessus, tu vois. On les aime les critiques ici. Les livres, les projets que je fais, c'est des trucs où s'il y a de la viande sur les murs, ça crie partout, ça pète. Genre, à quel moment il y a un critique de Télérama qui va dire c'est délicieux? Non, personne, jamais. Non, mais Télérama, ils vont me dire, ils vont me mettre le sourire qui fait la gueule, tu vois, Télérama. Hein, si mais non, t'auras le soleil, je suis sûr t'auras le soleil. Moi, je te mettrai le soleil qui sourit, t'inquiète pas. Merci, Timothée. Et je finirai, moi, juste sur, j'adore la take finale sur les marshmallows. J'adore comment il dit, les marshmallows, c'est un peu ce qu'il y a de pire culinairement parlant. C'est des pesticides, c'est rien, c'est immonde. Et le feu les rend bons. Car le feu purifie. Et comme nous, on est des horreurs, et ben on va se purifier par les flammes. Et j'aime cette logique. Et il m'a presque convaincu d'accepter de mourir brûlé, tu vois. Je trouve ça génial. Dans ma tête, tu vois, j'ai pas retenu ça. T'as retenu quoi? Ce qui m'avait marqué dans cette scène, surtout, c'est le chef artiste sabote complètement sa carrière de culinaire expérimental, tu sais, où il est très huppé, il revient au pire de ce qui peut être culinairement parlant. Et du coup, si tu fais la métaphore, au pire de ce qui peut être fait cinématographiquement parlant. C'est-à-dire un navet insipide, etc., tu vois, américain, dirigé par des prods à la chaîne, genre Le Dernier Chasseur de Sorcières, pour ne citer que celui-là, tu vois, par exemple. Ah, il était génial, ce film. Ce genre de désastre avec Vin Diesel, qu'on vous encourage à regarder avec une bonne bière, bien sûr. Enfin, voilà. On a terminé avec les analyses. C'était un sacré morceau, c'était super intéressant. Bien évidemment, il y a encore énormément de choses à dire dessus, je pense qu'on pourrait faire... C'est vrai qu'il y a beaucoup à décortiquer dans ce film, ouais. Bah, il y a beaucoup à décortiquer, et comme je suis gentil, j'essaie pas trop de vous prendre en otage, notre chère auditorice. J'essaie de faire rester ça sur 1 heure à peu près de podcast. Donc je vous invite très fortement à le voir. Si vous l'avez pas vu, que vous étiez en partie spoiler, allez le voir. Et si vous l'avez vu, bah voilà, réfléchissez avec nous là-dessus et que ça fasse des débats, discutez-en autour de vous. C'est un film qui est intéressant, c'est un film qui crée du débat, donc c'est super cool, et qui parle de nourriture, c'est magique. Pour ce qui est de nous, on va passer directement à la dernière partie de ce podcast, qui sont les petites questions culinaires, les petits avis. Axel, viens manger! Oh putain! La question de cet épisode, Timothée, ce serait: quelle a été la préparation la plus m'as-tu vu, la plus extravagante qu'on ait pu te présenter et que tu as pu manger dans ta vie? C'est une bonne question. Si tu veux, je réponds en premier, comme ça te laisse un petit peu. Ouais, vas-y. Par exemple, moi, c'était un cocktail qui s'appelait le Sweet Dreams dans un bar
à ambiance à Bruxelles et qui s'appelait la pharmacie anglaise. Donc ce cocktail, en fait, c'était un whisky avec, je crois, du thym, plein de petits ingrédients différents. Et sa particularité, c'était qu'il était sous cloche avec, je crois que c'était du thym, justement. Il y avait une feuille de thym dedans, mais il y avait du thym qui était fumé. Et t'avais le verre qui fumait, en fait. Je sais pas comment ils avaient fait, ils avaient mis du gaz et tu buvais, entre guillemets, la fumée de ce truc. Et donc, tu vois, c'est très joli. Et tu bades, t'es en train de voir ça comme ça, t'es en mode, c'est la potion de la truc de Blanche-Neige et tout, oh là là, poison et tout. Tu te fais ton kiff tout seul. Et quand tu le bois, en fait, au final, ouais, c'est un verre qui fume. Alors. Et t'avais payé 20 balles ton cocktail, tu vois. Mais ce qui est terrible, c'est que ton histoire, là, de mes succulents, elle me rappelle une boisson qu'on peut prendre dans le Carré, qui est le quartier des bars de Liège, et qui s'appelle les chambres à gaz. Et pour l'avoir bu une fois, c'était pas Jojo, et du coup ça me fait un peu rire, parce que... En soi, mon cocktail c'était pas un whisky qui était stocké dans un baril depuis 25 ans, tu vois, c'était... Alors, moi je connais des gens qui ont déjà mangé des madeleines à l'or, mais je veux pas citer de nom. Mais moi-même, malheureusement, ça ne m'est pas trop arrivé, alors qu'il y a un resto pas très loin d'ici, je sais en plus, qui s'appelle Privé de dessert. Le principe, c'est que des desserts, mais c'est des plats salés. Et c'est des plats trompe-l'œil. Du coup, tu peux avoir un plat de spaghetti, mais en fait, c'est quelque chose de sucré. Et c'est que des trompe-l'œil comme ça, et à ce qui paraît, c'est très très cool. Mais bon, j'ai jamais pris. Mais je pense que le plat le plus matu-vu que j'ai jamais mangé, mais je pense que ça doit être... C'était un pavé de bœuf. J'étais invité à un festival de BD, et du coup, on allait manger au restaurant, et ils nous ont servi ça. Et c'était une salade, de la petite purée de patates douces et un pavé de bœuf, mais en fait, c'était le pavé le plus moelleux que j'ai jamais vu. C'était comme manger un petit nuage. Et c'était présenté de façon où j'avais vraiment l'impression de manger un mets qui venait d'autre part, quoi. Mais bon, c'est moins impressionnant que ton truc. Genre, on m'a pas évaporé le bœuf pour que je le boive en fumée, tu vois, mais voilà, c'était mon plus beau. C'est le truc où ça t'a le plus impressionné. Bon, le goût était au rendez-vous. Toi, ça va. Ah ouais. Et pourtant, en plus, je voulais arrêter la viande, mais là, j'étais en mode, bon, c'est la seule bouffe que j'aurais, allez, je mange ça. Et j'étais là, oh. Sur cette bonne note, on va pouvoir conclure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce 9e épisode. Merci Timothée d'avoir justement répondu présent pour cet épisode-là. Mais merci de m'avoir invité. Toujours le bienvenu. Je pense tester petit à petit certains trucs plus tard. Il était question là peut-être de vous poser la question à vous auditeuristes, la fameuse question de la fin. Je me tâte à essayer de la poser aussi sur les réseaux pour vous faire participer. En vrai, fais-le, ça coûte rien. Ça coûte rien, effectivement. Ça coûte pas d'argent pour l'instant. Merci à vous d'avoir été ici. J'espère vous retrouver le mois prochain, comme d'habitude, pour de nouveaux plats, de nouvelles analyses. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon appétit. Bon appétit! Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.